du territoire de corridor appalachien. On va passer la parole à Mélanie Lelièvre, que je salue. Bonjour Mélanie. Bonjour. Et bonjour Mélanie, donc je te présente à titre de directrice générale, tu participes au développement de l'ensemble des activités du corridor appalachien. Alors, Mélanie est muée par l'innovation, la créativité et déploie une énergie sans relâche pour protéger les milieux naturels de la région. Avant de joindre les rangs de corridor appalachien, elle a occupé divers postes de direction, notamment au sein d'une grande entreprise de services environnementaux. Voilà. Bachelière en sciences agronomiques, spécialisée en agriculture biologique. C'est avant tout la protection de l'environnement et la biologie qui t'ont attiré au sein du corridor appalachien dès 2007. Et j'espère que la technologie est toujours avec nous. Mélanie, la parole serait à toi. Moi, je ne te vois plus. Voilà. Petit défi, je réalise que ma connexion Internet est un peu instable. Alors, si une des personnes autour de l'écran peut faire un partage, là, ça m'enlèverait un petit stress que ça plante durant la présentation. Est-ce que je Voilà, peux ça va. Puis je te compter ferai sur... signe s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, si on t'entend mal. Très bien, OK. Alors, ben, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci d'être prendre votre temps ce midi pour jaser de cet enjeu important. Et puis, ben, merci à Catherine et à Michel là, qui ont vraiment très bien mis la table pour le petit bout de présentation que je vais faire pour compléter la mise en contexte, puis pourquoi, en fait, on considère si important de s'insérer dans le dialogue autour de l'aménagement du territoire dans le contexte du maintien de la connectivité. On va avancer la présentation. Merci. En fait, ma présentation, je vais principalement vous présenter les demandes auquel un groupe de travail issu du projet Corridor écologique a réfléchi. Alors, devant, en fait, les défis que représente le fait de protéger la connectivité sur le territoire, on a senti le besoin de se faire un groupe de travail, brasser des idées et faire le point sur qu'est-ce qu'on considérait comme étant des freins ou plutôt qu'est-ce qui ferait en sorte qu'on arriverait à faire une différence à grande échelle au Québec sur ce plan-là, parce que dans le projet Corridor écologique, nous sommes essentiellement des groupes, des organismes, des entités qui déployons des projets de conservation sur le territoire, surtout en terre privée. Et ma première diapo vient un peu illustrer toute la difficulté que représente le fait de protéger de façon substantielle ou durable la connectivité sur un territoire. Alors, je vous amène dans notre coin de pays. En fait, cette carte-là, c'est une représentation, c'est une photo aérienne avec des informations sur le territoire de Austin. Alors, vous voyez au nord de la diapo en bleu, c'est les aires protégées de tenure publique, c'est le Parc national du Mont-Offord. En vert foncé, puis en mauve, comme pour faire écho à la diapo, une des dernières diapos, Michel, tout à l'heure, vous avez le réseau écologique qui a été identifié par Corridor appalachien, donc en vert, les grands noyaux, en mauve, le corridor naturel, et vous voyez des parcelles en rouge qui ont été protégées au fil du temps. Alors, regardez un peu la matrice avec le cadastre qui est superposé. Fait que ça vous donne une idée de ce que ça représente comme défi avec une route qui passe, des chemins à gauche, à droite, une autoroute qui passe, qui sillonne ce territoire-là. Et donc, on a une matrice qui est comme quand même sous pression avec l'attrait du parc national, la villégiature, la proximité avec un cours d'eau, avec un plan d'eau très prisé. Ça fait que c'est vraiment difficile de juste se fier sur les outils, sur les projets de conservation en terre privée. Si on peut avancer, Philippe. Donc, il y a quand même eu des gains, on le voit en rouge, mais donc les 4 territoires qui sont protégés. Mais ça, c'est le fruit de pas juste comme ça. L'année passée, on a décidé de travailler sur ce projet-là. En fait, ça fait 6 années qu'on fait du démarchage activement dans ce secteur-là. Donc, on a réussi à protéger à perpétuité 4 terrains. Ces 4 projets-là ensemble totalisent une vingtaine d'hectares. Donc, c'est intéressant, mais on voit que c'est encore très peu relativement à ce qu'il faut faire. Et puis, ça représente des investissements, là, vraiment de l'argent investi ou en dons ou en argent de plus de 420 000 Donc, c'est beaucoup d'efforts. Et puis, en fait, je veux surtout mettre en lumière que, imaginez s'il y avait un développement immobilier
sur un des points d'attache, sur un des goulots d'étranglement ou entre deux aires qui ont été protégées précédemment. Donc, on viendrait carrément de sabrer toutes ces années-là de travail sur la connectivité dans ce secteur-là. Alors, voilà, c'était l'exemple que je voulais utiliser pour illustrer à quel point on a besoin d'un maillage avec l'aménagement du territoire pour arriver à faire une différence parce qu'autrement, imaginez ça, c'est juste un petit secteur sur notre territoire d'intervention dans les montagnes vertes. On a, je crois, on a 30 ou 35 zones de connectivité qu'on considère comme étant prioritaires. Il y a du travail à l'infini et c'est pour ça qu'on a besoin d'un maillage avec les instances municipales. On va passer à la prochaine diapo. Donc, quelles sont ces demandes auxquelles nous avons réfléchi? J'ai fait référence à un groupe de travail plus tôt. Donc, ce sont des membres essentiellement du projet Corridor écologique avec quelques autres intervenants qui se sont joints à la réflexion. Donc, c'est très simple. Je vais vous les présenter ici. Ce sont 5 demandes qu'on a formulées. La première étant celle-ci. On aimerait qu'il y ait un signal clair du gouvernement du Québec au fait que une reconnaissance que la connectivité écologique est un enjeu important pour le maintien de la biodiversité au Québec et tout particulièrement comme étant une stratégie clé pour l'adaptation au changement climatique. Donc, des déclarations dans ce sens-là, puis que les différents ministères concernés soient directement interpellés. On aimerait également que ce signal-là découle en des gestes politiques concrets, évidemment, dans des résultats qui seraient tangibles, qu'on pourrait ressentir et avec lesquels on pourrait travailler sur le terrain. Donc, que ce soit, par exemple, dans l'intégration de la connectivité écologique dans les orientations gouvernementales, notamment qui sont utilisées lors de la révision des schémas d'aménagement, peut-être un équivalent de la résolution 40.3, donc une version québécoise. Pour ceux qui ne connaissent pas la résolution 40.3, c'est une résolution qui a été établie entre les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et les premiers ministres de l'Est du Canada qui reconnaissaient l'importance de la connectivité écologique. On pourrait également penser à la révision des cadres décisionnels qui intègrent la connectivité écologique, que ce soit lors de travaux du MTQ, au niveau de l'analyse par le ministère de l'Environnement, etc. Passer à la prochaine. Donc, la troisième demande, c'est justement qu'on tende une main vers les instances municipales en leur demandant d'identifier les corridors naturels sur leur territoire afin que ceux-ci soient intégrés au sein des outils d'aménagement du territoire. Donc, que ce soit à l'échelle des villes, municipalités ou MRC. Donc, ça, c'est un élément qu'on considère central parce que, comme je le montrais sur ma diapo d'ouverture, sans une intégration à l'intérieur des outils décisionnels des instances municipales, on n'arrivera pas à protéger la connectivité au Québec. On aimerait également qu'il y ait une reconnaissance du besoin de travailler au-delà des frontières administratives et que ça s'exprime par de la cohérence territoriale. Donc, entre les États, qu'il y ait aussi un dialogue entre les provinces limitrophes au Québec et entre les régions afin que tout ça ne soit pas des gestes isolés, mais qu'on déborde évidemment des frontières administratives pour des raisons évidentes que vous aurez compris juste avec notamment la présentation de Michel tout à l'heure. On aimerait également que les organismes de conservation soient interpellés dans cet objectif-là comme des parties prenantes, un peu comme les conseils, les organismes de bassin versant le sont dans le processus, par exemple, de priorisation des milieux humides à l'échelle régionale. Alors voilà, ce sont ça les demandes que l'on formule et qu'on vous présente ici dans le cadre de cette discussion sur la stratégie nationale. Et on pense que c'est un enjeu qui est prioritaire. On a compris seulement il y a une vingtaine d'années, mais dont on prend maintenant pleinement la mesure d'un point de vue de maintien de la biodiversité. Alors, pour conclure, j'aimerais ça juste revenir sur les bénéfices du maintien de la connectivité. Donc, au-delà des grands bénéfices évidents auxquels on pense en protégeant la connectivité, c'est-à-dire, par exemple, maintien des populations fauniques, contribution à l'adaptation au changement climatique,
protection, maintien global de la biodiversité. Il y a aussi d'autres co-bénéfices de la connectivité qui font que ça a des retombées positives sur vraiment de nombreuses sphères qui nous touchent tous en tant que société. Donc, je commence par l'aspect de la sécurité routière. On peut avancer. Donc, vous savez que quand on fragmente les milieux naturels, on contribue à ce qu'il y ait encore plus de faune qui se retrouve sous nos routes et c'est un enjeu quand même important de sécurité. Pour vous illustrer ce propos, là, il y a beaucoup de données sur cette diapo, mais sachez que, par exemple, au Canada, il y a de 4 à 8 collisions à chaque heure avec de la grande faune, et je ne parle pas des centaines de milliers de collisions avec la petite faune. Chaque collision avec un orignal coûte le coût estimé est entre 30 et 40 000 minimalement pour une seule collision avec un orignal, alors qu'on parle plus autour de 7 à 8 000 par collision avec le cerf de Virginie. Alors, ce sont des millions de dollars en impact de ce côté-là, sans parler des vies et des problèmes de santé et ce que ça peut avoir comme conséquence, tous ces accidents-là. On a également co-bénéfice. On va avancer, Philippe. Donc, au niveau paysager, c'est assez évident. Donc, les paysages qui comportent une trame naturelle vont avoir un rôle identitaire important, un rôle esthétique important. D'un point de vue touristique également, le maintien de la connectivité va bénéficier. Je vous ai mis juste pour illustrer ce propos, la page d'accueil de Tourisme Canton de l'Est qui vante beaucoup les mérites paysagers et la beauté des milieux naturels de la région. Puis l'autre image que j'ai mise, c'est un exemple d'un projet concret, un projet spécifique qui fait la promotion des corridors. C'est le projet Corridor bleu et vert de la ville de Sherbrooke, avec destination Sherbrooke, qui est vraiment dans la promotion, dans les aspects qui sont dans la promotion touristique de la ville de Sherbrooke. Au niveau agricole, on a également des co-bénéfices évidents en maintenant pas juste des bandes riveraines, mais des corridors naturels. Hein, on réduit l'érosion, on invite des insectivores, on va réduire l'impact des ravageurs, on va conserver plus d'unités thermiques, etc. Donc, les avantages également dans le milieu agricole sont très importants de maintenir des corridors naturels dans la matrice agricole. Puis en terminant, je souligne également les bénéfices pour la foresterie. Donc, en maintenant des milieux naturels connectés, on a des forêts qui sont plus résilientes. On permet aux espèces sur du long terme d'être plus adaptées, notamment dans le contexte des changements climatiques. Alors, pour toutes ces raisons-là, assez évidentes, on pense que c'est un enjeu qui est central et qui devrait faire partie des composantes prises en compte dans la stratégie d'aménagement du territoire. Alors voilà, ça complète ma présentation. Merci beaucoup. Merci, Mélanie. Donc, très intéressant. On va pouvoir fermer le partage d'écran. Voilà. Je me permets de souligner deux choses que je retiens. D'une part, les demandes de reconnaissance, et avant même que tu les présentes, là, je ne les avais pas lues d'avance, mais je me faisais la même réflexion qu'on avait besoin de cette reconnaissance, étant donné l'ampleur du défi. Là, quand tu nous montres les cartes, tu dis sur un seul projet, on n'est pas même pas rendu. C'est à la fois des coûts, Michel nous a dit parfois un peu plus petits, mais parfois très grands. Fait que socialement, on doit quand même repartager l'objectif, la nécessité là, de la connectivité. Puis, d'une part, mais ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est la deuxième partie de ta présentation sur les co-bénéfices. Je pense que c'est là qu'on s'en va dans la discussion, c'est étant donné tous les bénéfices qui sont dans les autres secteurs d'activité qui impactent le territoire, le tourisme, l'agriculture, la foresterie, la sécurité routière. Bon, moi, je connais beaucoup la mobilité. Effectivement, ça doit être des coûts, tu les as dit, qui sont faramineux. Comment là, on fait bien les ponts entre dans la compréhension des dossiers pour qu'on puisse s'inscrire à une stratégie globale en aménagement du territoire là, qui ne porte pas spécifiquement sur la conservation ou la connectivité? Comment on peut inscrire des mesures, des cibles, des indicateurs, des programmes qui vont être gagnants-gagnants, comme tu l'as dit, qui ont des co-bénéfices à la fois
en soi pour la connectivité, mais à la fois aussi pour les autres secteurs d'activité. Alors, ça, je lance ça dans vos têtes parce qu'on passe à la période de discussion. Alors, ce que je vous rappelle simplement comment je vous propose que ça fonctionne. Donc, une table ronde, hein, on essaie de se construire ensemble une compréhension de qu'est-ce qui devrait être inscrit à la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement du territoire dans le thème qui nous intéresse aujourd'hui, mais vous pouvez avoir des réflexions plus larges. Alors, puis je vais inviter les gens qui veulent prendre la parole à utiliser la fonction lever la main, puis je vous invite à prendre la parole à l'écran à tour de rôle. Je vais diriger les tours de parole. Et voilà, les panélistes, donc si vous recevez des questions, je vous invite à prendre des notes. Puis peut-être que je fais un tour de table avant de revenir vers vous. Si vous avez, donc, vous pourrez répondre à quelques interventions du coup. Donc, à la fois des questions, des commentaires, des réflexions. Puis, voilà, je pense qu'on serait rendu. Est-ce que déjà dans la salle, il y aurait des gens qui seraient prêts à briser la glace? Puis, s'il n'y en a pas, je vais aller voir aussi dans l'outil de conversation. Alors, vous pouvez utiliser le lever la main qui est dans les réactions. Alors, je vais simplement aller lire en même temps. Alors oui, donc j'ai trois personnes qui lèvent la main. Merci beaucoup. Donc, je vais les faire prendre dans l'ordre que j'ai vu. Donc, je vais donner d'abord la parole à Yves Bédard, ensuite à Isabelle Sayer, puis à Annick Courval. Alors, Yves. Oui, est-ce qu'on m'entend? Très bien. Donc, moi, je suis Yves Bédard, je suis un retraité du